C'est fou comme l'amour peut être beau. Deux êtres s'aiment, tout le monde est heureux. Chaque jour défile et leurs sentiments aussi grandissent. Personne ne le sait, mais quand il y a des hauts, il y a aussi des bas. Parfois, beaucoup de choses énervent le jeune homme. Les regards, les bonjours, les mots doux venant des autres. Surtout des autres garçons. Parfois, elle désobéit, voire même, elle manque de respect. Mais est-ce là l'amour? Ne pas être à l'écoute de l'autre? Ne pas prouver ses sentiments? Et ne pas satisfaire celui qu'elle aime? À croire qu'elle oublie qui est l'homme ici. Mais pourquoi tu fais ça à ta copine? Parce que c'est moi l'homme. Il y a tellement de façons de s'aimer, alors pourquoi choisir la violence? Une femme sur 3 est victime de violence. Soyons tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Donc nous allons démarrer notre 7e table ronde qui a pour thème les violences conjugales, dernière avancée législative. En Polynésie française, les violences conjugales demeurent à un niveau élevé avec 775 cas en 2015 selon les chiffres des forces de l'ordre. Ce phénomène reste néanmoins difficile à évaluer. En effet, les violences conjugales bénéficient encore du silence de l'entourage, de la famille, des voisins et de la victime elle-même, qui est tiraillée entre la honte, la dépendance financière ou affective. Les violences conjugales font l'objet d'une attention soutenue des pouvoirs publics. La législation s'est enrichie afin de garantir une meilleure prise en compte par la justice de la gravité de ces faits. Comment la justice appréhende-t-elle certaines infractions, telles les violences psychologiques, le harcèlement ou le viol conjugal? Comment se traduisent les différentes mesures de protection? Comment agir pour garantir la sécurité des victimes de ces violences? Pour en parler cet après-midi, nous accueillons Madame Céline Azema, juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, Madame Valérie Guetsch, que nous avions hier après-midi sur cette table, substitut du procureur de la République, et Monsieur Thierry Damerval, chef d'escadron, officier adjoint chargé de la police judiciaire, gendarmerie nationale, et nos intervenants extérieurs, bien sûr, qui interviendront. Et je rappelle que les petites panières vont circuler, qu'il y a des papiers vierges dedans. Posez vos questions. Et si vous voulez intervenir, les micros vont circuler aussi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, chef d'escadron Thierry Damerval, officier adjoint en charge de la police judiciaire pour le commandement de la gendarmerie en Polynésie française. Je vais vous dresser un rapide portrait, parce que je sais que le temps est compté et rationné. Donc, en 3 points. Un premier constat avec des chiffres. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, hein, rassurez-vous. Ensuite, deuxième point, les actions de prévention qui sont mises en œuvre au sein du commandement de la gendarmerie en Polynésie française. Et puis, la phase enquête judiciaire. Le constat. Donc, nous travaillons sur ce qu'on appelle les atteintes volontaires à l'intégrité physique, dans lesquelles sont comprises les violences intrafamiliales et à l'intérieur desquelles, vous l'avez immédiatement compris, sont comprises les violences conjugales. Les violences conjugales, on l'a abordé au premier jour par la présidente de la page. Tous les jours, 3 femmes sont victimes de violences. Alors, ces chiffres sont simples, hein. Ce sont des femmes qui sont victimes de violences sous quelque forme que ce soit des violences sexuelles, des menaces ou des chantages, ou ce que l'on appelle plus vulgairement des violences non crapuleuses, donc qui n'ont pas le but de s'approprier quelque chose avec de la violence. Mais qu'est-ce que c'est qu'on appelle des violences conjugales? Les violences conjugales, elles peuvent revêtir diverses formes, que je vais vous rappeler très rapidement. Des violences d'abord verbales, puis des violences psychologiques,
qui auront pour unique but de la part du conjoint maltraitant que d'isoler sa victime et de l'enfermer dans une solitude et de prendre le pas sur elle. Des violences physiques, des violences à caractère sexuel et ce qu'on appelle aussi des violences financières qui enferment la victime dans une dépendance financière. J'y reviendrai sur mon propos. Il s'agit bien entendu, vous l'avez compris, d'un processus qui est long, qui est insidieux, qui est cyclique et dans lequel le conjoint maltraitant va très sournoisement, jour à jour, conduire son projet de violence à l'encontre du conjoint maltraité. Je vais tout de suite préciser, et je suis désolé, les violences conjugales comprennent les violences d'un homme sur une femme, d'une femme sur un homme, d'un homme sur un homme et d'une femme sur une femme, puisque telle est la définition au sens du Code civil, comme on l'a rappelé, aujourd'hui, d'un couple. Souvent, la victime va culpabiliser car elle va penser qu'elle est à l'origine des violences et que c'est de sa faute. Si on en arrive là, mon tanné ou ma vainée est fatigué et c'est moi qui la comprends pas, je suis pas assez bien, je fais pas les choses bien. On est dans des violences psychologiques où au fil du temps, le conjoint violent va dévaloriser l'autre et va prendre le pas sur elle. Donc c'est un petit peu le but qu'il se fixe. Et donc, voilà, elle s'enferme dans un isolement. Quelques chiffres que je vous ai annoncés. Il existe bien un chiffre noir, bien entendu, vous le savez, des violences. Ce chiffre noir, il correspond à tous les faits non dénoncés. Alors c'est vrai que, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin que j'ai écarquillé les yeux quand j'ai entendu que c'était un taux de 85% en agression sexuelle au Québec. C'est effarant. Nous, on n'a pas trop d'enquêtes de victimisation. Enfin, moi, je n'ai pas de chiffres qui nous permettraient de quantifier le chiffre noir des violences conjugales. Par contre, ce qu'il est vrai, c'est que lorsqu'une femme ou un homme se décide à ester en justice, à venir porter plainte, on n'en est pas au premier fait. Généralement, on est déjà au 6e, voire au 7e fait de violence qui a été perpétré. Donc c'est quand même un constat qui est déjà à ce niveau-là assez alarmant. Pour la gendarmerie, et je parle bien des chiffres de la gendarmerie nationale en Polynésie française, c'est-à-dire la zone de gendarmerie s'entend sur l'ensemble de la Polynésie, à l'exclusion des communes de Papeete et de Pilé. Pour la gendarmerie en 2015, 1860 faits d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, dont 930 faits de violences intrafamiliales. Dans les violences intrafamiliales, vous l'avez compris, sont les violences commises au sein de la sphère familiale, les parents sur les enfants, les ascendants sur les descendants, et puis la sphère élargie, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, voilà. Donc ça, on avait donc 930 faits, ce qui représentait quand même 50% des atteintes volontaires à l'intégrité physique. Et sur cela, on arrivait à 623 faits de violences conjugales. Alors 623 faits, ça représente 67% des violences intrafamiliales. Donc les violences conjugales sont très très présentes dans ce type de violence. En matière de vif, le taux des femmes victimes en matière de violences intrafamiliales est passé de 70 à 80% sur les 5 dernières années. À titre de comparaison, je vous ai fait une petite comparaison qui n'est pas inintéressante. Pour 10 000 habitants en Polynésie française, sur les chiffres que je vous ai annoncés, on a 2,32 faits de violences conjugales qui sont commis. Pour vous donner un ordre d'idée avec la métropole, un ratio avec la population, on est à 0,57. Donc effectivement, on a un taux important de violences conjugales en Polynésie. Je tempère immédiatement mon propos. On a un taux important de violences conjugales qui sont dénoncées. Il faut bien le prendre en compte. Bien entendu, on a beaucoup d'enquêtes qui sont ouvrées, beaucoup d'enquêtes qui sont transmises au parquet, parce que des campagnes de prévention ont été mises en place, tant par la brigade de prévention de la délinquance juvénile, dont l'adjoint-chef Pourchasse est intervenu ce matin, que par les unités et les correspondants référents victimes et violences intrafamiliales dans les unités. Toutes les actions mises en œuvre ont pour but d'inciter les victimes de violences conjugales, et je dis bien victimes, j'appuierai sur mon propos, hommes ou femmes, à dénoncer les faits dont ils sont victimes. Donc c'est peut-être pour cela aussi qu'on est sur un taux de 2,32 pour 10 000 habitants. Il existe, comme je le disais, bien sûr, une violence en Polynésie française et il faut mettre tout en œuvre pour l'endiguer, pour y mettre fin. Il faut installer un dialogue et surtout se parler. Comme je le dis dans différentes interventions qu'il m'est amené de faire, le constat que je dresse en Polynésie, c'est qu'entre le regard et la baffe, ou le coup de poing, il manque une étape. Et cette étape, c'est le dialogue.
Les gens ne se parlent pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Peut-être que c'est par pudeur, peut-être qu'il y a des explications qui doivent exister. Et ce qu'il faut, c'est inciter les gens à se parler, à accepter que l'autre puisse ne pas être d'accord, et surtout pouvoir en discuter. Et je pense que quand on arrivera déjà à franchir cette étape, on évitera des passages à l'acte et des choses qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Ce passage à l'acte, dans plus de 80% des cas, il est commis par un conjoint violent sous l'emprise de l'alcool. Donc on a une double problématique, hein. Peut-être que, comme on le disait aussi sur les précédentes tables rondes, le fait d'être sous l'emprise de l'alcool ou de PACA ou de Como-Poica aide et fait tomber les inhibitions et aide à un passage à l'acte. Donc effectivement, double problématique. Les actions de prévention qui sont menées au sein du commandement de la gendarmerie en Polynésie. Comme je l'ai dit, chaque brigade de gendarmerie sur l'île de Tahiti et dans les archipels est munie de ce que l'on appelle un correspondant territorial de prévention. Donc il y a un gendarme clairement identifié qui est formé spécialement à l'accueil des femmes victimes de violences, à l'écoute, parce que savoir écouter les gens, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir écouter, il faut faire preuve d'empathie, et il faut être capable de retranscrire dans un procès verbal d'audition qui sera le début d'une enquête judiciaire, et j'y viendrai dans le prochain paragraphe, être capable de ressortir les éléments constitutifs et dresser un portrait de ce qui s'est passé. Donc, un personnel formé dans chaque unité, en complément de la BPDJ. L'ensemble de ces personnels constitue une unité, alors non organique, c'est-à-dire une unité qui n'est pas créée physiquement, ce qu'on appelle la brigade de protection de la famille, et qui sont à disposition de l'officier adjoint en charge de la police judiciaire que je suis, dans l'hypothèse où viendrait à se produire une enquête dans laquelle j'aurais besoin de 3, 4, 5 correspondants territoriaux de proximité, parce qu'il y aurait multitude de victimes mineures, majeures, victimes de violences, et donc j'aurais besoin de récupérer l'ensemble de mes personnels spécialement formés. Donc cette brigade de protection de la famille. Ils sont réunis en moyenne 2 fois par an pour des réunions au sein du commandement de la gendarmerie, qui sert à rencontrer les magistrats. On l'a fait avec Mme Gage, on l'a fait avec Mme Azema, on le fait avec le parquet général, on le fait avec les gens de la page. On se réunit 2 fois par an, déjà pour mettre en commun les différentes informations qu'on peut avoir les uns des autres, les différents modes d'action et les manières dont on peut travailler ensemble en réseau et en partenariat pour avoir la solution la plus efficace et la plus satisfaisante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque enquête va être différente. Chaque cas, on aimerait bien avoir une solution lambda qu'on puisse poser sur chaque cas de violence conjugale. Malheureusement, chaque famille est différente. Chaque individu, le mobile qui l'a poussé à mettre une baffe ou mettre un coup de poing ou conduire sa vainée ou son tanné à l'hôpital, chaque cas est différent et chaque cas devrait être pris isolément. Donc il faut que les gens soient capables de faire ressortir tout cela. Ce réseau est constitué, des échanges permettent d'être, comme je le disais, efficaces et efficients. Un élément important qui a eu lieu a été, lorsque j'étais arrivé, une des premières réunions, c'était une réunion visant à mettre en place un protocole relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire pour les violences conjugales. Qu'est-ce que c'est qu'une main courante? C'est une personne qui se présente à l'hôtel de police, puisque c'est spécifique à la police nationale, pour signaler un fait qui ne fera pas l'objet d'une plainte. Un renseignement judiciaire, c'est exactement la même chose en gendarmerie, sauf que c'est sous forme d'un procès verbal qui a un numéro et qui est archivé aussi. Donc nous avons mis en place ce protocole qui a été signé par l'ensemble des intervenants, que sont le parquet général, le procureur, le haut-commissaire, le commissaire de police, directeur de la sécurité publique, le colonel commandant de la gendarmerie et le responsable de l'association pour lequel il y a un intervenant social au sein de la gendarmerie. Donc ce protocole, il prévoit que la règle générale, c'est le dépôt de plainte. Alors c'est pour ça qu'on fait des campagnes incitant les victimes à déposer plainte, à porter leur action, et afin qu'on puisse reconnaître, comme on le dit depuis le début de ces assises, ce statut de victime, parce que je crois que c'est le préliminaire nécessaire à toute action. C'est lui faire comprendre aussi en l'écoutant et en lui disant que c'est pas de sa faute, que c'est pas elle qui a fait ça, et que la violence, elle n'est pas inéluctable. Si on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu à un instant donné quelque chose qui a manqué, quelque chose qui a dérapé, et il faut essayer de refaire le film à l'envers et après apporter des solutions. Donc la règle générale, c'est le dépôt de plainte.
L'exception doit demeurer le renseignement judiciaire. Pour autant, il y a une spécificité quand même que je tiens à souligner, et je pense qu'on le réabordera peut-être avec les deux magistrats qui m'entourent, c'est que même en l'absence de dépôt de plainte, les policiers et gendarmes peuvent ouvrir une enquête judiciaire. Et ça, c'est quelque chose de très très important, on le comprendra tout de suite, parce que lorsqu'on arrive dans une intervention au domicile conjugal suite à des violences, que madame ou monsieur a pris un coup de poing sur la tête ou que madame a un gros bleu sur la tête et que le tanné ou la vainée est encore à côté, il est évident que sur le coup, elle va nous dire qu'elle ne va pas déposer plainte. Parce que déjà, si la maison appartient au tanné, elle sait que si elle dépose plainte, ça va être très compliqué. Elle sait que si lui travaille et qu'elle n'a pas de travail et qu'il y a des enfants, il y a une dépendance financière qui s'opère. Et elle sait très bien qu'elle risque d'avoir des représailles lorsque les bleus, entre guillemets, auront tourné le dos et qu'elle risque d'en prendre 2 fois plus. Donc, pour cette raison, il est tout à fait possible, lorsqu'on a des éléments probants mis à disposition visuellement pour les forces de l'ordre que nous sommes, d'ouvrir et de diligenter une enquête judiciaire et de procéder à l'interpellation du conjoint violent. Je coupe le coup aussi, il y a quelque chose qui est pas vrai. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat médical descriptif des lésions pour déposer plainte. Ça, il faut le savoir. Souvent, on vous dit il faut un certificat. Non, ce n'est pas vrai. Déjà, pourquoi ? Parce que l'infraction de violence conjugale par le conjoint ou l'ex-conjoint ou la personne résultant d'un pacte, de toute façon, ça sera un délit. Alors, la vieille croyance datait du fait que, effectivement, en cas de violence, on a besoin d'un certificat médical pour classer l'infraction entre une contravention ou un délit pour des violences longue date. En matière conjugale, c'est nécessairement un délit, donc on n'a pas besoin. Le certificat médical, il pourra venir après, c'est pas un problème. Mais dans l'urgence, on peut tout de suite prendre la plainte et tout de suite agir. Et je pense que, si on pourrait y revenir, l'intérêt de l'intervention des forces de gendarmerie ou des forces de police à agir rapidement, c'est d'une part pour mettre la victime en sécurité, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'enfants qui sont éventuellement eux aussi victimes de violences au sein du couple, et de procéder le plus vite possible et en tout état de cause dans le temps de la flagrance à l'interpellation de l'auteur des violences. Il va être placé en garde à vue et ça fera l'objet d'un compte-rendu au tribunal et des décisions seront prises. Je suis déjà en train de déborder sur l'enquête judiciaire. Je suis désolé, mais bon, il existe également au sein de la gendarmerie, je vous l'ai dit, un intervenant social qui fait le lien avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Cet intervenant social, elle est destinataire de toutes les interventions. Alors je vais être un tout petit peu technique, mais excusez-moi, 20 secondes. Toute intervention de gendarme, pour quelque motif que ce soit, fait l'objet d'un compte-rendu opérationnel qui est arrivé au centre opérationnel de la gendarmerie. Et l'intervenant social est destinataire tous les matins des interventions pour différents familiales, puisque bien souvent on intervient au départ pour un différent familial, qui est un terme assez générique et qui ne veut absolument rien dire. Et on s'aperçoit, quand on lit le compte-rendu opérationnel des OPJ et APJ, qu'il y avait des violences qui ont été exercées, des choses comme ça. Donc le rôle de cet intervenant social, c'est d'une part de contacter la brigade, savoir ce qui s'est réellement passé, et de reprendre contact avec la victime. Pourquoi ? Pour savoir ce qui s'est passé, et de l'accompagner dans les démarches qu'elle va entreprendre. Donc soit la victime se déplace au sein du commandement de la gendarmerie et vient exposer à l'intervenant social ce qui s'est réellement passé, et une décision sera prise. Donc en parallèle, tout ça, bien entendu, vous l'avez compris, de l'enquête judiciaire, si enquête judiciaire il y a eu déclenchée suite à cette intervention. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, qui venait compléter le format BPD-GIR correspondant et intervenant social. Une autre chose actuellement en cours, alors j'en parle mais très très vite parce que c'est pas finalisé et je m'autorise parce que ça a déjà été abordé, est en cours en matière de prévention la mise en place du téléphone grave danger qui devrait voir le jour en 2017. Mais comme on vous l'a expliqué, pour des raisons techniques, la transposition qui est faite au niveau national ne peut s'opérer directement, ça aurait été trop beau. Donc on est en train de voir avec les différents intervenants et opérateurs pour trouver la solution la meilleure pour la transposer en Polynésie française. C'est ni plus ni moins qu'un dispositif qui permet à une femme en grave danger de pouvoir donner l'alerte quasi instantanément. L'enquête judiciaire. Donc, comme je vous le dis, lorsque la victime dépose plainte, on en est déjà à la 6e ou 7e fait de violence qui est exercée à son encontre.
Ce sont des données statistiques qui sont réelles. Des connaissances du fait, comme je vous l'ai dit, le déplacement s'opère, la mise en situation, la mise en sécurité de la victime, l'interpellation, si la procédure pénale le permet. Parce que, bien entendu, s'il en est appelé à 22h ou 23h, on pourra entrer dans le cas de péril imminent ou de danger immédiat. Il n'y a pas de difficulté. Mais si, malheureusement, la victime a été évacuée par les pompiers et qu'il n'y a plus de notion de danger, on ne pourra pas pénétrer au domicile après les heures légales. Mais, rassurez-vous, et je me fais fort, la réponse sera donnée dès le lendemain matin et le conjoint ou la conjointe violent sera ou convoqué ou invité à suivre rapidement les gendarmes pour s'expliquer sur les différents actes qu'il a pu poser la veille, après avoir bien sûr s'être assuré de l'état de santé de la victime et avoir fait un transport à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit, ce dépôt de plainte par la victime n'est pas une condition obligatoire à l'ouverture d'une enquête judiciaire, à la mise en œuvre, pour être un peu technique, à la mise en mouvement de l'action publique. Dans plus de 80% des cas, des faits de violence sont commis sous influence de l'alcool, je vous en ai parlé. La première des choses, la mise en sécurité de la victime, l'appel au secours le cas échéant, puisque c'est pas notre métier, nous ne sommes pas médecins, nous avons des gens qui sont là et avec lesquels on travaille très bien sur ce genre d'intervention. Et ensuite, comme je l'ai dit, interpellation, convocation de l'auteur, placement en garde à vue, recueil des explications, transmission compte-rendu au tribunal de première instance, au magistrat qui est de permanence au parquet, et décision qui est donnée sur la suite à donner au magistrat, mais je ne vais pas m'étendre, ça sera le rôle, je pense, de Madame Gage. Dans l'hypothèse où la victime se présente, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, elle est accueillie par quelqu'un qui a été formé à l'accueil des femmes ou des hommes ou des personnes victimes de violences. Elle sera, vous vous en doutez, entendue dans un local où la confidentialité va être, bien entendu, assurée, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui est victime de violence, et a fortiori une femme victime de violence, de pouvoir parler devant tout le monde, parce qu'un accueil de gendarmerie, il y a des fois des gens qui attendent et qui n'ont pas à savoir ce qui vous est arrivé. Il faut assurer la confidentialité des propos et surtout le secret qui entoure cette enquête. Donc, voilà, le certificat médical, je vous le dis, est souhaitable mais pas obligatoire. L'auteur sera le plus rapidement possible entendu, et il est vrai que monsieur le procureur, alors là, je vais juste terminer sur ce plan-là, on avait fait une formation, monsieur le procureur nous avait assuré, et c'est le cas, qu'il y aurait systématiquement une réponse pénale qui serait apportée. Et je crois que c'est le maître mot, parce on parlait, je ne sais plus sur quelle table ronde, d'exemplarité, mais je crois qu'effectivement, il faut traiter le problème à sa source, il faut être sans faille, on parlait de tolérance zéro. Je crois que si on veut faire avancer les choses, il faut déjà inviter les victimes à parler, il faut inviter les victimes à dénoncer les faits, et surtout qu'elles soient assurées que derrière, elle n'est pas seule. Alors, j'ai parlé de l'affaire judiciaire. Je vais laisser maintenant peut-être le micro à Madame Gage pour le suivi du parquet. Quelle transition! Donc effectivement, moi je vais vous parler de la politique pénale du parquet de Papeete en matière de violence conjugale. Donc évidemment, je suppose qu'on l'a dit, qu'on l'a vu. En tout cas, il est évident que tout ce qui constitue des violences conjugales, quelle que soit la forme qu'elles prennent, donc des coups, on le sait tous, des insultes, des humiliations ou des menaces, tout cela a forcément des retentissements personnels, mais aussi sur le cercle familial entier, notamment sur les enfants, auxquels il convient donc d'apporter une réponse judiciaire. Donc la lutte contre les violences conjugales a été érigée en priorité nationale. C'est également une priorité au niveau international, et la Cour européenne des droits de l'homme a eu déjà l'occasion de rappeler à plusieurs reprises qu'il appartient aux États de lutter contre la violence domestique et de protéger les victimes. En France, on dispose d'un arsenal législatif très très complet, et force est de constater que les textes de répression des violences conjugales se sont multipliés ces dernières années, pour ne citer que cette loi, mais qui a amélioré, on va dire, de manière notable la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Eh bien, on ne peut pas oublier de citer la loi du 4 août 2014. Ce qui a notamment élargi, en tout cas élargi ou consacré, pour être plus précis, la mise en place du téléphone grave danger, sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
Alors, ce qui est sûr, c'est que les faits de violence conjugale constituent un contentieux complexe, un contentieux de masse, on l'a dit, et qui appelle des réponses qui répondent elles-mêmes à une logique à la fois complexe et spécifique. Donc on l'a dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une femme sur 3 est victime chaque jour de violences conjugales, et encore ça n'est qu'une estimation. Donc pour parler de quelques chiffres, parce que ça a été déjà dit, moi j'ai pris les chiffres aujourd'hui de procédures enregistrées au bureau d'ordre du parquet de Papeete. Et en 2015, procédure gendarme et procédure police, j'avais constaté 779 cas de violence conjugale sur 2020, cas de violence physique au total, donc conjugale ou autre. J'avais également relevé qu'au 22 novembre 2016, avait été enregistré au bureau d'ordre 647 procédures de violence conjugale sur un total de 2297 faits de violence conjugale. Alors les violences conjugales, on l'a déjà dit, donc je vais être très rapide là-dessus, c'est toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Donc on a les violences physiques, on a les violences psychologiques et on a les violences sexuelles. Alors les violences morales, on sait tous ce que ça recoupe, à savoir les humiliations, les menaces, les insultes. Il faut savoir que ça peut être pris en compte par le droit sous des qualifications diverses. Donc les menaces, sous la qualification de menaces, de mort ou autre. Sous la qualification également, les violences morales peuvent être également incriminées et réprimées et poursuivies sous la qualification des appels téléphoniques malveillants. Et d'ailleurs, récemment a été consacré par le législateur le harcèlement téléphonique constitué par l'envoi réitéré de messages électroniques malveillants. Enfin, évidemment, on pense tous, au titre des violences morales, au harcèlement moral au sein du couple, donc ce qui est défini par la loi comme des propos, des comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé physique ou morale de celui qui en est victime. Les violences sexuelles, vous savez tous évidemment ce que ça recoupe. Il faut évidemment rappeler que le fait de vivre avec quelqu'un n'autorise pas à forcer son consentement pour obtenir ses faveurs sexuelles. Et ce qui constitue en réalité la spécificité des violences conjugales, c'est que la victime vit généralement avec le mis en cause. Donc c'est cette réalité que nous, ministère public, devons tenir compte, à savoir l'ambivalence trop souvent reprochée aux victimes de violences conjugales. Mais si cette ambivalence des victimes de violences conjugales existe, force est de constater qu'elle n'est pas un frein à l'action publique, mais c'est tout simplement une donnée qui doit être prise en compte pour agir donc avec tact et efficacité. Autre élément qui doit être pris en compte dans la politique pénale, à savoir que ça suppose une politique avec nos partenaires pour développer la prévention et la prise en charge sociale des auteurs de violences conjugales. On ne peut pas faire ça, on va dire, nous, au niveau du ministère public, en restant groupés sur nous-mêmes. Il faut développer des politiques partenariales avec les associations, notamment, pour faire en sorte que des actions de prévention et des actions de prise en charge sociale des auteurs de violences conjugales puissent être conduites. Alors, en Polynésie française, donc on l'a dit, il y a de nombreux faits de violences conjugales, c'est un contentieux de masse. La politique pénale s'articule autour de 2 idées forces. Première idée force, la prise en charge de l'auteur. Deuxième idée force, la protection de la victime. Alors, la prise en charge de l'auteur, elle se fait d'abord dans le constat que la nature même de ce type de fait appelle une réponse rapide. Et cette réponse rapide sera donnée par le magistrat du parquet dans le cas de ce qu'on appelle le traitement en temps réel, c'est-à-dire qu'une fois que l'enquête est bouclée, les enquêteurs appellent, donc par téléphone, le magistrat du parquet, qui donnera du coup une réponse rapide et immédiate. Donc le fait de passer par le compte-rendu téléphonique, ça permet d'apporter une réponse rapide et plus protectrice du coup de la victime. Donc premier élément, priorité du traitement en temps réel des procédures de violence conjugale. Deuxième élément, à l'instar de ce qui se fait à la gendarmerie et dans les services de police, il y a désignation d'un magistrat référent au sein du parquet. Et ce magistrat peut donc garantir un traitement cohérent et diligent des signalements de personnes en situation de danger au sein de leur couple. Et enfin, au niveau des poursuites,
La conduite à nuire doit prendre en compte que le fait que la réponse pénale qui doit être apportée doit à la fois constituer une réparation pour la victime, une répression pour le mis en cause et une prévention contre toute réitération ou récidive. Effectivement, si l'on veut avoir une action efficace, c'est-à-dire prévenir durablement le passage à l'acte, les faits de violence conjugale appellent une réponse ferme, mais une réponse adaptée, et adaptée en fonction de beaucoup de critères à prendre en compte. Le profil de l'auteur, la fragilité supposée de la victime, la nature évidemment des faits, les circonstances de commission de ces faits, leur caractère ou non réitéré, à savoir si ça s'est produit une fois ou plusieurs fois, et les possibilités d'hébergement ou d'éviction de l'auteur du domicile conjugal. Donc au parquet de Papeete, on utilise toute la gamme de réponses pénales mises à notre disposition par le législateur. Donc ça va du rappel à la loi par délégué du procureur pour apporter une réponse solennelle. Rappel à la loi, ça veut dire avertissement solennel de l'auteur des faits de violence conjugale. Donc il passe devant un délégué du procureur. Mais évidemment, cette mesure-là n'est prise et n'est décidée par le parquetier que pour les faits les moins graves, lorsque l'auteur n'a aucun antécédent et qu'il n'y a pas de risque de réitération des faits ou que le risque de réitération est faible, compte tenu du fait, par exemple, que le couple est séparé. Donc ça va du rappel à la loi par délégué du procureur. Et pour les cas les plus graves, pour les violences habituelles, lorsqu'il est nécessaire d'évincer le conjoint du domicile, eh bien ça va aller jusqu'au déferment. C'est-à-dire que la personne va passer immédiatement après la garde à vue devant le procureur de la République, et qu'à partir de là, sera envisagé son jugement dans les quelques jours à venir, soit dans le cadre d'une comparution immédiate, soit son éviction dans le cadre d'un contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime. Donc entre ces deux palettes, on va dire entre le rappel à la loi par délégué du procureur et le déferment devant le procureur de la République, il y a évidemment d'autres manières, d'autres réponses pénales qui peuvent être données. Ici, ce qu'on pratique beaucoup en matière de violence conjugale, c'est la composition pénale, qui est on va dire un intermédiaire entre le rappel à la loi et le déferment et le passage devant le tribunal, à savoir que c'est une alternative aux poursuites avec une force contraignante plus importante. Et on passe par la composition pénale dans la mesure où on oblige l'auteur des faits à suivre un stage de citoyenneté. Le stage de citoyenneté étant organisé par la page dans le but de sensibiliser les auteurs de ces violences sur les conséquences de leurs actes et de faire en sorte qu'ils entrent dans une démarche d'analyse des mécanismes de violence et de leur passage à l'acte. Donc ça, c'est une réponse pénale très souvent utilisée. Il faut relever aussi que maintenant, on ne met quasiment plus en œuvre la médiation pénale, puisque depuis la loi déjà avant, on le mettait très rarement en œuvre, mais depuis la loi de 2014, eh bien, la médiation pénale est très limitée, puisque en fait, il faut que la victime en fasse expressément la demande. Alors, ce qui est un peu problématique dans la gamme des réponses pénales qui peuvent être apportées, et dans ce type de contentieux, évidemment, c'est que il faudrait en fait développer les mesures qui reposent sur du soin, et notamment, par exemple, la fréquentation par l'auteur des groupes de parole. Pour l'instant, ça n'est utilisé que sur le principe du volontariat. C'est organisé par la page et qui propose en fait à des personnes qui soit ont déjà commis des faits de violence conjugale, soit on va dire en des situations conjugales compliquées, de suivre ces groupes de parole pour se canaliser. Pour l'instant, effectivement, ça n'est qu'à la demande et ça ne fait pas partie de notre arsenal, nous, de réponse pénale. Et ça, c'est un élément qui sera sans doute développé au niveau du parquet de Papeete dans les mois à venir. Donc, deuxième axe de la politique pénale, c'est la protection de la victime. Donc, en fait, ça passe déjà par la prise en compte du phénomène, on va dire, d'emprise de la victime. Et c'est pris en compte, on l'a dit, tout simplement parce que même en l'absence de plainte de la victime, eh bien, ça ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient engagées, qu'une enquête soit engagée. Et réciproquement, à supposer que la victime en vienne à retirer sa plainte, eh bien, ça n'aura pas d'incidence sur l'action publique et donc sur la réponse donnée par le procureur de la République aux faits de violence conjugale. Il n'y aura pas de classement, on va dire, d'office de l'affaire parce que la victime vient, comme c'est souvent le cas ici,
devant les gendarmes ou écrit au procureur en disant « je ne veux plus porter plainte, tout va bien maintenant ». Donc à ce niveau-là, ça n'aura aucune incidence et il suffira effectivement que l'enquête soit suffisamment élaborée pour que le parquet de Paquette lance une procédure et interpelle l'auteur. On l'a dit, il a été décidé et signé très très récemment une convention relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violence conjugale, puisque le principe, c'est la plainte de la victime. Et par exception, eh bien, on va dire, si la victime refuse absolument de déposer plainte, ben, par exception, eh bien, ces déclarations seront consignées dans une main courante ou dans des procès-verbaux de renseignement judiciaire. Et effectivement, c'était tout à fait bien que ça soit acté, que ça soit signé, que maintenant la priorité soit donnée à la plainte pour que derrière s'engage une procédure, une enquête et qu'il y ait une réponse pénale qui soit donnée dans la foulée. Alors il y a d'autres axes de travail pour la prise en charge des victimes et la détection des violences. C'est à savoir, et ça s'est fait dans le cadre, et j'en ai presque terminé, du plan de prévention de la délinquance, à savoir, il est prévu, ça a été déjà arrêté, d'ouvrir une page Facebook pour recueillir les signalements de personnes en danger dans les îles notamment, et de mettre en place dans les îles éloignées des réseaux de référents conjugales afin d'informer les femmes sur leurs droits. Alors, la protection de la victime, elle prend deux formes, le logement, à savoir qu'à tous les stades de la procédure, le magistrat peut imposer à l'auteur de violences conjugales une interdiction de paraître ou d'approcher du domicile, même s'il s'agit du domicile familial, même si la victime réside dans un hébergement d'urgence, donc que ça soit à titre d'alternative aux poursuites, au titre de la composition pénale, au titre du contrôle judiciaire ou au titre de la condamnation. Donc, et enfin, deuxième protection, le téléphone grave danger, ce dispositif qui a été consacré, entériné par la loi du 4 août 2014 et qui permet, lorsqu'un grave danger menace une personne victime de violences commises par son conjoint, concubin, partenaire à un pacte civil de solidarité, donc ce téléphone grave danger pourra être attribué par le procureur de la République pour une durée de 6 mois renouvelable. Alors on vous l'a dit, en Polynésie française, ça n'est pas encore mis en place, mais des discussions bien avancées sont en cours et apparemment le financement a été trouvé et maintenant c'est au stade technique. Enfin, dernier élément qui permettra de protéger la victime, c'est l'ordonnance de protection. Et je donne la parole tout de suite à Madame Azéma. Bonjour à tous. Donc je suis juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales, normalement, n'intervient pas dans la lutte des violences conjugales, qui relève une qualification pénale. Le juge aux affaires familiales, c'est un juge civiliste, par opposition au juge pénal, qui est traditionnellement le juge du divorce, le juge qui fixe les modalités d'autorité parentale à l'égard des enfants quand les couples se séparent. Donc, bien sûr, à connaître de ces phénomènes dans le cadre des motivations qui séparent les gens, qui conduisent les gens à se séparer, mais n'est pas un juge qui normalement intervient dans la protection des victimes au sens pénal du terme. Il est pourtant apparu qu'il y avait un besoin d'intervenir souvent rapidement dans des situations qui sont à la frontière entre le pénal et le civil, dans la mesure où, on vous l'a indiqué, en fait, il est très compliqué pour beaucoup de victimes de violences conjugales d'aller jusqu'à déposer plainte, d'aller jusqu'à envisager une poursuite de l'auteur, une incarcération de celui-ci, quand il y a encore des sentiments ambivalents qui l'unissent à cet auteur. Et puis surtout, on l'a dit aussi, la poursuite de ces faits ou la séparation qu'on peut envisager va être liée aux conditions de cette séparation. Et faute d'un hébergement, faute de revenus, et bien souvent la victime de violence ne va pas envisager de partir. D'où la création de ce dispositif qui est un peu un ovni juridique, puisque c'est un juge civiliste qui va appliquer un dispositif qui va avoir des conséquences pénales,
qui est donc l'ordonnance de protection, qui est venue donc pallier des systèmes de protection qui étaient insuffisamment efficaces jusque-là. C'est une loi de 2010 qui l'a instaurée. Ce système, cette ordonnance de protection n'est applicable en Polynésie française que depuis une délibération de 2012. Et la loi du 4 août 2014 qui est venue renforcer ce système qui s'est avéré incomplet, pas suffisamment efficient, n'est pas encore applicable ici. Ce qui fait que nous sommes face à un système assez imparfait et qu'il conviendrait donc d'améliorer dans les années à venir. Par rapport à l'existant, donc je vais vous parler du système existant, en quoi il consiste. Déjà, il suppose qu'une victime donc saisisse le juge. Je vous le disais, juge civiliste, on est saisi par les parties pour intervenir dans un litige. C'est quand même la grosse différence, vous l'avez compris avec ce qui vous a été martelé auparavant, par rapport à la procédure pénale. À partir du moment où une victime ne va pas vouloir aller jusqu'au bout de ce processus-là et ne va pas demander la protection du juge aux affaires familiales, eh bien, tout va s'arrêter là. Le désistement de la victime, le fait qu'elle ne comparaisse pas à l'audience qui va être régie par une procédure orale qui suppose la comparution des parties, va mettre un terme finalement au litige. Donc ça, c'est une vraie difficulté et nous avons une augmentation très significative du nombre de saisines du juge aux affaires familiales depuis, comme on vous l'a indiqué, qu'on a quand même mis en place une communication importante par rapport à ça, des actions de formation aussi qui ont été menées. Mais nous n'avons pas pour autant un nombre significatif d'ordonnances de protection délivrées. Beaucoup plus de saisines du juge aux affaires familiales que je suis, mais qui n'aboutissent pas parce qu'on est dans des mécanismes complexes, qu'on va sans doute davantage orienter la personne vers la saisine du juge aux affaires familiales, mais que pour autant le cheminement, lui, il va mettre toujours autant de temps et que donc j'interviens sans doute plus prématurément dans le dispositif, et donc peut-être parfois trop prématurément. En tout cas, quand je reçois ces femmes, et je dis ces femmes parce que je n'ai pas encore été saisie par un homme, quand je reçois ces femmes, eh bien, j'ai à cœur de leur dire que si peut-être ce n'est pas le bon moment, ça sera peut-être le bon moment une autre fois et qu'elles peuvent toujours me ressaisir. J'examinerai pour autant leur requête avec autant d'attention et sans leur reprocher de ne pas avoir été jusqu'au bout du processus, malgré que tout le système judiciaire se soit mis en branle et qu'avec tout le travail que ça a supposé pour tout le monde, pour autant, notre écoute sera toujours aussi vigilante. Alors, donc, ce système de l'ordonnance de protection permet, en saisissant donc le juge aux affaires familiales, permet notamment d'évincer le conjoint violent du domicile. Permet également, puisqu'on l'a dit, l'argent est le nerf de ces séparations, permet bien de mettre à la charge de l'auteur de violence, qu'il soit marié ou non, bien une contribution soit aux charges du ménage, soit une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, enfin, ce qui va permettre finalement à celui qui a été victime de pouvoir vivre décemment, quand bien même l'auteur de violence n'est plus sous le même toit. Et quand bien même celui-ci d'ailleurs ne serait pas d'accord pour participer. C'est une obligation qui va lui être faite par le juge aux affaires familiales. On se retrouve donc dans des situations parfois complexes. Moi, je ne me renseigne que très peu sur finalement quelle va être la solution pour l'auteur de violence. Et pourtant, je sais bien que ça va être aussi compliqué pour lui, parfois, d'avoir à se reloger comme ça dans un très bref délai. Bon, la loi, moi, m'impose bien de me soucier de savoir surtout quel est le sort réservé à la victime. Pour autant, ce n'est pas sans conséquence ensuite. Vous avez de nombreuses femmes qui reviennent devant moi en disant « mais il avait nulle part où aller, je ne l'ai pas mis dehors ». Donc tout ça, c'est complexe et c'est vrai qu'il y aurait aussi des foyers pour accueillir les auteurs de violences conjugales. On serait parfois sans doute plus armés pour faire face à ces situations.
Donc, ce n'est pas les seules mesures, hein, l'éviction du domicile conjugal, la mise en place d'une contribution aux charges du mariage, ce ne sont pas les seules mesures que le juge peut prononcer. Il va également fixer des modalités d'exercice d'autorité parentale à l'égard des enfants. Souvent, les enfants sont au cœur de ces conflits conjugaux, en sont d'ailleurs des victimes très importantes. Et les conditions, eh bien, des droits de visite qu'on peut envisager ou de la façon dont un des parents, et notamment l'auteur de violence, va exercer son autorité parentale à l'égard de l'enfant, eh bien, vont être encadrés par le juge aux affaires familiales. Il y a des études qui ont été menées qui conduisent à penser que pour ne pas en fait que l'enfant soit au cœur de ces conflits et puis puisse se servir finalement de levier, enfin soit un enjeu pour aussi maintenir des relations avec la victime de violence, il faudrait quasi systématiquement, quand les victimes nous le demandent, leur accorder une autorité parentale exclusive et finalement essayer d'encadrer véritablement les droits de visite à l'égard des enfants. Bon, ça c'est une idée qui chemine, mais qui n'est pas évidente. On a souvent en tête qu'on peut avoir été un mauvais mari tout en étant un bon père. Et voilà, donc chaque situation s'apprécie là-dessus au cas par cas. Il n'y a pas de principe, en tout cas, qui pose qu'un auteur de violence ne pourrait plus exercer l'autorité parentale pleinement à l'égard de ses enfants. Donc, le juge civiliste, je vous l'ai indiqué, pour protéger cette victime avec cet arsenal que je viens de vous décrire, doit apprécier si des violences ont été perpétrées. Alors, effectivement, nous ne sommes pas sur la notion vraiment pénale de violence, dans la mesure où ces faits ne peuvent ne pas être poursuivis, peuvent à ce stade ne pas avoir été condamnés. On est sur des violences. Bon. Avec la définition très large qui vous a été faite, qui vaut au pénal comme au civil, à savoir que cela peut être des violences conjugales, des violences physiques. Bon. Pour autant, il faut quand même pour le juge civiliste, et même si on n'en est pas au stade de la condamnation, il faut quand même les caractériser, puisque la loi nous fait obligation de considérer que des violences ont bien eu lieu. On peut se retrouver dans certaines situations un peu à être parole contre parole. Alors oui, le certificat médical n'est pas une obligation, mais quand il n'y est pas en procédure, eh bien, ça va être parfois très compliqué. Surtout face à des dénégations de la part de l'auteur de violence. Voilà. Et surtout quand finalement on comprend que les violences sont réciproques et ce n'est pas un cas d'école. Donc voilà, on apprécie là encore au cas par cas, en fonction des preuves qui nous sont soumises, en fonction de l'appréhension de la situation. Bien souvent, en tout cas, on est confronté à un climat de violence familiale complètement délétère et on va avoir à cœur d'y mettre un terme en essayant de finalement mettre à l'écart celui qu'on estime être quand même le plus mettant en danger l'autre. Voilà. Puisque là, c'est le second critère que doit apprécier le juge. Il n'intervient comme ça en urgence avec des mesures donc très fortes qui vont conduire quand même, en dehors de toute condamnation pénale, à mettre quelqu'un en dehors de chez lui, quand bien même il serait propriétaire de la maison. Donc, vous voyez comme ça peut être mal vécu pour l'auteur de violence. Eh bien, il faut aussi qu'on apprécie le danger auquel est soumis la personne qui est victime de violence ou les enfants, a précisé le texte. Et là aussi, c'est très compliqué parce qu'on a peu d'outils d'évaluation du danger auquel sont soumis les enfants. Quand bien même, on sait très bien que ce sont des victimes et que ça engendre des traumatismes très très lourds chez les enfants d'avoir été le témoin des violences qui ont été commises par un des parents sur l'autre. Voilà. En tout cas, la loi nous le permet. Je pense qu'au niveau des outils d'évaluation, il va falloir peut-être qu'on se perfectionne en sachant qu'on intervient en urgence et que donc on a finalement très peu d'outils d'évaluation. Une fois qu'on a caractérisé ces violences et le danger auquel sont soumis les victimes, on délivre une ordonnance de protection avec donc les mesures que je vous ai décrites, qui a une durée de validité de 4 mois. Pendant 4 mois, si la personne ne respecte pas les interdictions ou les obligations qui lui sont faites,
eh bien c'est constitutif d'une infraction autonome. C'est en ça que c'est un dispositif qui est quand même assez original, puisque le simple fait de ne pas respecter l'ordonnance, quand bien même il n'y aurait pas eu de nouvelles violences, en ça que vraiment c'est un outil de prévention de la délinquance. On met à l'écart le conjoint violent s'il revient, qu'il s'approche du domicile, quand bien même il n'a pas encore commis de violence, quand bien même il n'a pas encore été menaçant, c'est déjà constitutif d'une infraction. Très récemment d'ailleurs, une personne a été déférée par le parquet du tribunal de première instance en comparution immédiate pour non-respect d'une ordonnance de protection. L'infraction poursuivie était le non-respect de l'ordonnance de protection. Pour dire que le système quand même est fort, la personne n'avait pas encore commis de violence, mais on a prévenu ces violences-là en lui imposant le respect de l'ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales. Voilà. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je sens une petite pression qui m'est faite. Et puis, certainement que tout ceci va susciter des questions, donc je vais vous laisser les poser. Énormément de questions. Malheureusement, on a presque une demi-heure. Alors, première série de questions un peu sur cette procédure ou défaut de procédure. 2 témoignages que je vais vous lire. Il arrive que l'auteur des violences ne se présente pas à l'audience et qu'1 an après le rendu du jugement, il ne soit toujours pas notifié de sa peine, malgré une adresse connue. J'ai un autre témoignage. Pourquoi un homme condamné en 2010 à 1 an d'emprisonnement pour violence conjugale en récidive n'a jamais exécuté sa peine? Voilà. Comment expliquer cela? Non, mais déjà, là, vous parlez on me parle de cas particuliers dont je n'ai pas connaissance. Il est évident que si soit le tribunal prononce 1 an d'emprisonnement et assortit sa condamnation d'un mandat de dépôt et la personne va immédiatement purger sa peine à Noutania, si ce n'est pas le cas, le parquet met à exécution. Donc je suis assez étonnée de la question. Parce que des peines aussi importantes et pour cette nature de fait, le parquet va mettre à exécution la peine. Alors, était-ce bien 1 an d'emprisonnement ferme? Ne serait-ce pas 1 an d'emprisonnement avec sursis? Je ne sais pas. Les 2 personnes qui ont écrit, parce que ce sont 2 personnes différentes, peuvent intervenir si elles le souhaitent. Alors, je continue les questions. Pour quelle raison la plainte d'une victime met beaucoup de temps à passer en jugement dans les îles sous le vent? Quelle raison là, pardon? La plainte. Eh bien, c'est pour la spécificité, on va dire, je ne sais pas si c'est les îles sous le vent, mais la spécificité de la Polynésie française que vous connaissez tous. Il y a énormément d'îles dispersées les unes des autres. Donc, en fait, ce qui se passe là-bas, c'est que c'est le tribunal qui se déplace pour juger ce type de fait. Et il se déplace pas toutes les semaines, on va dire. Donc effectivement, les audiences, encore les îles sous le vent, il y a plusieurs audiences qui sont organisées dans l'année. Il y a des îles où il y a une audience par an qui est organisée. Maintenant, je précise quand même que pour les faits les plus graves, eh bien, nous faisons un déferrement systématique. Donc on ramène l'auteur des faits sur Tahiti et là, il est jugé soit immédiatement dans le cadre d'une comparution immédiate, soit dans un délai très très court. Pour les faits les plus graves ou en réitération. C'est pour les violences habituelles, c'est évident. Et d'ailleurs, pour en parler, je sais qu'il y a une personne qui est déférée aujourd'hui de Wainé pour des faits de violence conjugale. Voilà. Je pose mes questions. Je sais que là, c'est chaud. Comment améliorer le problème du délai d'intervention entre l'appel à la gendarmerie et l'arrivée sur place? Je pense que c'est pour moi, cette question. Alors... déjà, pour que vous compreniez tous comment ça fonctionne, le soir, après 18h, toutes les gendarmeries basculent leur téléphone vers le centre opérationnel de la gendarmerie, qu'on appelle le COG. Alors, c'est pas évident, parce qu'il y a encore des gens qui sont étonnés de ne pas avoir le gendarme de la brigade de Raïvavé au téléphone quand il est 20h. Donc, voilà. Donc, tous les appels sont centralisés, à l'instar un peu des CODIS en métropole. C'est ni plus ni moins un standard qui se fait. Et d'ailleurs, le CODIS ne devrait pas tarder à voir le jour en Polynésie. Donc, il faut déjà que l'appel soit pris en compte à Papeete. Et derrière, l'opérateur du CORG, en fonction de la nature de l'événement, du degré de dangerosité et de la relation qui lui est faite, va décider ou non d'engager
ce qu'on appelle une patrouille de gendarmerie. Alors si une patrouille est dehors à l'instant où il y a l'appel téléphonique, il n'y a aucun problème. On envoie immédiatement des gendarmes pour s'assurer de la chose. Si c'est une personne, parce que ce que je vous dis pour le téléphone vaut également pour les portels à l'entrée des brigades, ils arrivent tous également à Papeete. Si la personne est au portel, le planton, dans plus de 90% des cas, va voir la personne et lui apporte une réponse physiquement. Maintenant, en fonction, je vous dis, de la relation qui est faite, alors si la personne qui a posé cette question va intervenir, il n'y a pas de problème, hein, il va juger de l'opportunité en urgence d'envoyer une patrouille ou alors de différer au lendemain l'intervention de la brigade de gendarmerie. Donc je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Vous voulez, allez-y. Bonjour, donc je suis le chef Bruno de la brigade de FAA. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que beaucoup de gens, c'est vrai, se plaignent que les interventions sont assez tardives. C'est le fait aussi qu'il y a une patrouille par nuit pour, on va dire, moi je suis FAA pour 35 000 habitants. Donc, quand on va déjà sur une intervention, on juge donc de l'urgence, s'il y a une seconde, de dire on va faire patienter la première pour partir sur le plus urgent. Et des fois, il y a des gens, on comprend, hein, qu'ils disent mon intervention est urgente, venez vite, ils se disputent. Donc, nous, on évalue. Et quand on a fini la première, si elle est plus urgente, on passe sur la seconde. Tout en sachant qu'on n'a qu'une seule patrouille pour 35 000 habitants. Voilà. Et pour compléter complètement, bien évidemment, il y a des îles ou des atolls où il n'y a pas de gendarmerie. En pareil cas, l'opérateur du CORG, puisque là c'est pareil, hein, tous les appels arrivent à Papeete, en fonction du degré d'urgence et de ce qui lui est rapporté, va contacter le Moutoï qui est présent, lui, par contre, sur chaque île ou atoll. Bon, juste par rapport à la question tout à l'heure, une précision quand même que je voulais apporter. Pour la question d'un an, il faut savoir quand même qu'on a des lois, donc c'est le législateur, qui prévoit qu'en dessous de 2 ans d'emprisonnement, les peines peuvent être aménagées, c'est-à-dire qu'on les exécute autrement que à Noutania. Donc c'est peut-être ça aussi l'explication, c'est que cette personne-là a vu sa peine aménagée d'une manière ou d'une autre, sous forme de bracelet électronique ou autre. Hein. Donc, voilà. C'est peut-être aussi cette idée-là qui me... Voilà. Maintenant, si le JAP décide qu'il n'y a pas de possibilité d'aménagement, le parquet met exécution. On est rassurés quand même. Alors, avant de passer la parole à une personne dans le public, je voudrais vraiment que cette question passe, parce que c'est important. Beaucoup de personnes ont dit qu'on a beaucoup stigmatisé les hommes et qu'il y a quand même des choses à dire du côté des Vahinés. Alors, comment amener une jeune fille qui est victime de violences conjugales, qui reconnaît provoquer systématiquement son petit copain verbalement, et du coup lui répond par ses coups, comment l'amener à se faire soigner? Là, c'est peut-être, il y a peut-être une réponse du côté du Canada ou de la France. En fait, dans la question, on parle de petites amies, de petites... De femmes qui provoquent... Oui, alors, parce qu'il y a 2 choses. Hein. Parce que dans la définition des violences dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit un homme contre généralement un homme, une femme, mais ça peut être une femme, un homme, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, et ça peut être aussi de la violence post-séparation. Donc, je voulais juste ajouter ça parce que ça va être quand même défini comme de la violence conjugale, même si les conjoints, de fait, ne vivent plus ensemble. Parce que chez nous, le tiers des homicides conjugaux sont commis post-séparation. Donc, il y a quelque chose à faire aussi sur toute la violence post-séparation qu'il faut reconnaître. Fait que je voulais juste ramener ça. Et il y a 2 choses aussi dont il faut parler. Il y a les violences, en tout cas chez nous, il y a les violences dites dans les relations amoureuses, donc à l'adolescence, et il y a les violences adultes. Dans les violences adolescentes, il y a plus, je dirais, de symétrie dans la violence. Il y a plus justement de violence éventuellement psychologique ou enfin verbale des femmes qui vont être répondues verbalement. Il y a même des violences plus physiques. Bon, il y a quelque chose qui se passe à l'adolescence, mais il y a un virement qui se passe au moment adulte qu'on est en train d'explorer parce qu'on ne se l'explique pas trop bien, qui fait qu'à partir d'un certain moment,
la violence devient vraiment beaucoup plus prégnante, beaucoup plus grave, beaucoup plus homme-femme. Donc, femme-homme. En fait, c'est l'homme. L'homme devient physique beaucoup plus. La violence devient beaucoup plus grave perpétrée par les hommes. On essaie de me mélanger ici vis-à-vis des femmes. Néanmoins, bon, il peut y arriver effectivement des violences, mais il faut les prendre aussi sérieusement. Comment amener les filles ou les femmes à se faire traiter? De la même façon qu'il faudrait éventuellement amener les hommes aussi à se faire traiter. Donc, il faut... en fait, c'est à partir de la personne, si j'ai bien compris, excusez-moi, c'est qu'on parle beaucoup justement des hommes qu'on suit, qu'on traite, et ainsi de suite, mais on ne parle pas, et j'ai 3 personnes qui disent, de ces femmes qui systématiquement vont relancer... Oui. Mais je me permettrais de relever un paradoxe qui nous interpelle, c'est ce fameux certificat médical. J'ai envie de vous renvoyer la question, comment est-ce que la nécessité d'un certificat médical, donc d'une trace physique de la violence, peut permettre d'exploiter la question des violences verbales? Donc, j'ai envie de vous dire, amusez-vous à répondre, messieurs, dames. La difficulté des violences psychologiques, alors c'est ce qui a été érigé avec l'article 222-33-2-1 du Code pénal. Excusez-moi, mais il est très long. Toute la difficulté est dans le mode de preuve. Alors par tout moyen, ça peut être des SMS que vous avez conservés, une forme de harcèlement, 50 SMS en 1 heure, du harcèlement sur le lieu de travail, toute forme de harcèlement téléphonique, enfin... Mais également un certificat médical qui va être posé par un praticien de la médecine, un spécialiste, et qui va constater une dégradation de l'état de santé physique de la personne due à ces formes de harcèlement, qui peuvent aller jusqu'à l'entrée en dépression, passer à une tentative de suicide, voire un passage à l'acte. Donc alors c'est très très difficile, hein, et je ne suis pas médecin, donc je n'essaierai même pas de vous dire comment ils peuvent le faire, mais... je serais tenté de dire chacun son job, c'est à eux de constater la dégradation de l'état de santé de la personne. Voilà, oui, Monsieur Villard, il y a une réponse déjà en France métropolitaine. C'est la création d'unités de victimologie dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie. À Rennes, nous avons créé il y a une dizaine d'années un tel centre qui reçoit sur la base d'un volontariat, je souffre, je viens vous voir parce que je vous connais, ou sur la base de l'Institut médico-légal, qui adresse systématiquement les personnes souffrant de la violence conjugale, ou sur la base des unités médico-judiciaires, qui, dès que c'est mis en évidence, appellent. Alors, il y a des solutions pour les femmes qui se disent victimes de violences conjugales et qui, par leur comportement répété, incitent aussi à la violence. Mais je dirais que sur le plan de la santé mentale et de la prise en charge, peu importe. S'il y a des coups, il faut traiter. Peu importe qui est à l'origine. C'est au cours de la prise en charge psychologique, victimale, que les choses vont apparaître. Et j'ai des tas d'exemples comme ça, puisque je travaille aussi dans un service de victimologie. Oui. Vous l'avez, Madame Gage l'a souligné tout à l'heure, vous avez également quelque chose qui est basé sur le volontariat, donc qui n'est pas contraignant au niveau de la justice, qui n'est pas contraint, le groupe de parole. Le groupe de parole, ou un couple conscient, et c'est important cette base du volontariat, parce que c'est un début de prise de conscience d'une problématique au sein d'un couple. Le groupe de parole, je pose un acte volontaire et je viens pour expliquer qu'on a un problème. Donc c'est peut-être aussi un début de solution pour éviter des passages à l'acte. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, dans certains cas, dans certains cas de violence, aux finalités, l'enquête va démontrer qu'il y a des violences réciproques. Et là aussi, c'est important de le dire, parce que le tanné va mettre une petite claque à la vainée, mais qui, elle, va prendre la casserole et va lui jeter de l'eau bouillante au visage. Enfin, voilà. Donc, il faut... C'est pas de la légitime défense. Hein. Moi, il m'est arrivé d'intervenir aux côtés de Madame Cécile Moreau dans les stages de citoyenneté. Et je crois que les gens ont une fausse idée de ce qu'est la légitime défense. Hein, je crois vraiment que, sous couvert d'un état de légitime défense, on s'autorise à mettre une baffe un peu plus importante à celui qui vous a mis une petite claque. Enfin, c'est pas moi qui appelle ce terme générique petite claque. Hein.
Donc je crois que moi, c'est ce que je leur dis toujours. Je dis, vous savez, lorsque la Vainée, effectivement, le diacre qui en faisait état est parti, c'est dommage. Lorsque la Vainée, effectivement, avec ce muscle qu'il appelait la langue, peut faire beaucoup de mal, je lui dis, dans ces cas-là, tu prends tes baskets et tu vas courir. Hein, voilà. Et là, au moins, tu feras moins de mal, quoi. Et tu reviens après. Et c'est valable pour les Vainés aussi. Hein, elles peuvent aller courir aussi. Hein. Voilà, il y a quelqu'un dans le public qui veut poser une question. Juste par rapport à ça, je voulais dire quelque chose. Aux affaires familiales, on a beaucoup développé la médiation familiale. Alors effectivement, le législateur est assez frileux vis-à-vis de la médiation en matière pénale pour les violences conjugales, avec cette idée que souvent les victimes vont être sous l'emprise et que donc la médiation qui suppose quand même qu'il y ait une certaine égalité dans les rapports, en fait, là, ne va pas pouvoir, va être faite au détriment des victimes, si on les instaure. Alors, c'est parfois le cas, mais effectivement, on est aussi dans des couples avec parfois des fonctionnements pathologiques et qui peuvent vraiment mieux se comprendre et donc en évitant beaucoup de formes de violence, en se parlant, en réapprenant à communiquer, et voilà. Donc en tout cas, aux affaires familiales, ça aboutit souvent quand même à pouvoir restaurer un dialogue qui n'existait pas ou qui avait été rompu. Je vais juste compléter aussi par rapport à ça et par rapport au fait qu'effectivement, on se retrouve parfois, pas toujours, mais parfois sur des violences réciproques. Alors des violences réciproques qui peuvent être quasi équivalentes, c'est l'exemple qui était donné là, où on parle de violences physiques dans les deux cas, mais qui peuvent être aussi des violences sur des bases différentes. Effectivement, exactement ce que disait le diacre tout à l'heure. La femme pouvant être extrêmement agressive et extrêmement dure en parole, et faire très mal. Et puis, en face, un homme qui finit par réagir violemment, etc. Alors, c'est vrai que sur des poursuites pénales, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure, si c'était le commandant ou Madame la substitut, mais il disait souvent dans ces cas-là, on est amené à défendre celui qui nous semble être le plus en danger et donc éventuellement à déférer ou à poursuivre l'homme qui aura posé des gestes violents, parce que directement en danger, c'est la femme qui va sembler l'être. Mais notre intervention à nous, et là je parle des services d'aide aux victimes avec cette femme, elle apparaîtra comme victime, pas forcément à elle-même d'ailleurs, parce que parfois elle a parfaitement conscience que les violences sont réciproques et elle est parfaitement capable de dire non mais en fait, alors certaines le disent parce qu'on leur a fait croire que c'est leur faute et qu'elles ont provoqué, mais d'autres le disent juste parce que c'est vrai et qu'elles ont conscience qu'elles sont dans cette logique de provoquer jusqu'à arriver à la violence. Il n'en reste pas moins qu'il y a de la violence et que c'est un fonctionnement de couple qui est extrêmement dangereux. Dangereux à plusieurs titres, dangereux physiquement pour la femme, dangereux aussi pour l'homme qui finit en prison, qui est complètement désocialisé, enfin voilà. Et là, l'idée, c'est d'aller prendre cette femme là où elle est, en fonction de ce qu'elle a envie, pour lui dire comment est-ce qu'on peut faire que ça se passe différemment. Je m'explique. J'ai reçu il y a quelque temps une femme qui m'expliquait exactement ça, et on était sur des violences extrêmement graves, puisqu'elle m'expliquait que ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble et que sur 7 ans, son conjoint avait passé 5 ans en prison pour les violences conjugales. C'est dire le niveau de violence dont on parlait. Et je la voyais un jour de comparution immédiate, la énième comparution immédiate. Et là, elle m'expliquait que ça se passait très bien entre eux, que juste ils avaient ce fonctionnement super violent entre eux, elle étant très très provocante, très agressive, etc. Mais qui s'aimaient, que c'était leur mode de fonctionnement, c'était beau, c'était la passion, c'était tout ça, quoi, en gros. Et là, il n'est pas question de lui dire, barrez-vous, elle n'en a aucune envie, quoi. Et donc, on commence par aller la chercher là où elle est, en lui disant, ok, j'ai compris, vous vous aimez, vous avez envie que votre couple fonctionne. En revanche, je suppose que vous n'avez pas forcément très envie de vous prendre des coups et que vous n'avez pas forcément envie non plus qu'il passe sa vie en prison, quoi. D'ailleurs, lui aussi peut s'en lasser à un moment donné de passer sa vie en prison. Donc, on va essayer de chercher les moyens qui pourraient faire que votre couple y fonctionne, mais qui fonctionne sur des modes différents, un peu moins dangereux, et pour l'un et pour l'autre. Et on a avancé petit à petit comme ça.
Et alors, bon, finalement, le couple s'en est sorti en se séparant, mais ça aurait peut-être pu être autrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, en partant de là, en partant du fait de dire, bah, ok, votre couple fonctionne comme ça, il y a des trucs qui vous conviennent dans votre couple, il y en a d'autres qui vous conviennent quand même moins, et ben, on va essayer de voir s'il y a moyen de faire à partir de là, voilà. Merci. Oui, donc bonjour, je fais partie de Vaineorama aux îles sous le vent. Donc je voulais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est moi qui ai posé la question sur la gendarmerie. C'est vrai que je rejoins Marie-Noël qui est sur la presqu'île, c'est que notre sentiment, c'est quand même que tout ce que vous nous avez exposé là, ce sont des écrits, des choses qui ne correspondent pas toujours à notre réalité, que des fois on se sent très très seul, on ne sait pas quoi faire, et comme aussi d'autres personnes l'ont dit, on a ça avec nous et on se sent démuni, on se sent parfois responsable. Et c'est difficile à gérer. Et donc, vous me dites qu'on va nous répondre, que les jugements vont être faits rapidement. C'est pas ce qu'on vit. Encore la semaine dernière, j'ai une amie qui me dit qu'elle appelle la gendarmerie, elle tombe sur le répondeur. 20 minutes, personne ne répond. La dispute à côté, c'est fini, il n'y a plus rien. Voilà, la dispute, les cris, les trucs, bref. Bon, voilà, je comprends que vous n'avez pas peut-être tous les moyens non plus, mais c'est une réalité et j'aimerais bien que tout le monde l'entende, que c'est pas du tout réglé et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et pour les jugements, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire que nous, les femmes, elles portent plainte. 6 mois après, il n'y a rien. 1 an après, il n'y a rien. J'ai moi-même fait un signalement pour une situation préoccupante. Je n'ai aucun retour. La personne, je la connais. Son conjoint n'a jamais été entendu, n'a jamais été inquiété. Il est parti, il est dans la nature. Bon, elle s'est sortie toute seule avec aussi Vaineorama de sa situation. Mais voilà, je suis désolée de mettre en avant ces manquements, mais ils existent. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ils existent. Et il y a des choses à faire. Et par rapport à dire comment faire, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont dans des processus de fonctionnement avec leur conjoint pathologique. Eh bien, je crois qu'on l'a bien dit ici hier, il faut travailler beaucoup avec les jeunes et qu'ils sortent de ces systèmes. Et donc, moi-même, j'interviens dans les établissements et on voit quand même que beaucoup reproduisent ce qu'ils vivent tous les jours. Et c'est pas facile de les convaincre qu'il y a d'autres modes de fonctionnement. Et c'est pas avec des interventions une fois dans l'année, de 1 heure, qu'on va changer des choses. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut que ça bouge. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions dans une. Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de vous répondre. Alors la première, je pense, c'est ce qui m'interpelle sincèrement, et je ne mets absolument pas votre parole en doute, et soyez pas désolés de souligner ce genre de choses. Je suis surpris quand vous me dites qu'il y a 20 minutes de répondeur. C'est inadmissible, c'est pas normal. Voilà. Je peux malheureusement pas vous dire autre chose, c'est absolument pas normal. Moi, le premier, quand j'appelle dans une brigade de gendarmerie, je mets le compteur temps en marche et je leur dis, au bout de 2 minutes, celui qui a un couteau planté dans le dos, le temps est long quand même. Donc, soyez assurés que c'est quelque chose auquel on apporte une attention toute particulière. Je suis surpris parce que des délais de 20 minutes, je ne pensais même pas que ça pouvait se faire. La personne a été patiente parce que je vous assure que moi j'aurais accroché depuis longtemps. La question dans ce premier cas de figure, est-ce que, alors on pourra peut-être en parler peut-être après je pense parce que c'est vraiment un cas très particulier, mais est-ce que la brigade a été vue le lendemain ? Est-ce qu'une plainte a été déposée ?
Voilà, toutes les questions, j'aimerais... alors, c'est pas que je veux ne pas répondre devant l'Assemblée ici présente, mais c'est que c'est un cas très, très particulier que vous avancez là. Je vais parler aussi du travail sur les jeunes qui est fait. Il a au moins le mérite d'exister dans les îles sous le vent. La difficulté en Polynésie, c'est de se projeter. Alors, ce que j'appelle se projeter, c'est d'envoyer des gendarmes spécialistes de la prévention que sont les gens de la BPDJ dans les archipels. Je ne vais pas vous apprendre que tout ça, ça a un coût et que, bien entendu, il faut qu'un budget ou du Haut-Commissariat ou de la gendarmerie prenne en charge cela, ou de la justice, hein, mais forcément, ça a un impact sur les budgets. Alors oui, la santé et la vie et tout ça n'a pas de prix, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais au moins, une fois par an, de faire passer des spécialistes de la prévention au sein des établissements scolaires, puisque vous avez raison, il faut travailler sur les jeunes. On en parlait à une émission de radio à midi. Ça ne veut pas dire que la génération aujourd'hui, on va la considérer comme sacrifiée et qu'il n'y a plus rien à faire. Non, mais on travaille aujourd'hui avec nos jeunes pour l'avenir. Et bien entendu, il faut travailler avec eux. Et le plus tôt possible, l'adjudant-chef le soulignait hier, quand il a dit, mais il faudrait même intervenir à la fin du primaire, parce qu'on commence à parler de violence au début du collège, mais parce qu'il faut expliquer à ces jeunes que ce qu'ils voient dans certains foyers, pas partout, ce n'est pas la norme. C'est pas normal, papa qui hurle après maman ou qui lui met une baffe, ou maman qui jette une casserole. Voilà. Donc tout ça, au moins, je serais tenté de dire, ça a existé, parce qu'il n'y a pas très longtemps, pour la première fois, on s'est projeté depuis des années sur les Australes, sur les Marquises. Je vous assure que c'est à organiser, c'est très compliqué. Voilà. Mais au moins, ça a le privilège d'exister. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse échanger après sur ce cas particulier. Parce que moi, je m'engage là à vous donner rapidement une réponse, parce que j'estime que c'est anormal. J'ose espérer que ça n'a pas eu de conséquences dramatiques, mais c'est pas normal, parce que la gendarmerie est un service public au service du public, comme j'aime à le rappeler. Pour la question des jugements, je vais laisser Madame Guedj vous répondre. Merci. Non, mais moi aussi, je peux que vous dire que je suis très surprise et que c'est pas normal que vous fassiez un signalement et qu'il n'y ait pas de retour derrière. Alors, la même chose, je vais vous faire la même proposition, vous me donniez le nom et je vous dirai ce qu'il en a été. Parce que normalement, quand on reçoit un signe, enfin c'est normal, enfin c'est automatique et systématique. À la réception de signalement, eh bien on envoie en enquête et une enquête est menée. Après, on nous appelle, comme je disais, ça passe dans les 3/4 des cas par un compte-rendu téléphonique au magistrat du parquet qui donne une décision dont est informée la victime. Donc là, c'est vrai que c'est désolant. Maintenant, le fait qu'effectivement, il n'y ait pas une réponse immédiate, pénale immédiate, on va dire un jugement immédiat, pour être tout à fait précis et à supposer que des poursuites, le parquetier décide de poursuivre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment très démunis dans les îles par le fait qu'il n'y a pas une présence constante du ministère public aussi. Donc, et du tribunal aussi. Donc en fait, on est obligé d'organiser des tournées foraines et de se déplacer à plusieurs reprises dans l'année pour juger les gens. Et s'agissant des faits effectivement répétés, encore une fois, dans ces cas-là, on fait venir l'auteur des faits et il sera jugé très rapidement. Mais pour le reste, c'est sûr que l'auteur des faits ne sera pas jugé dans le mois. Ça c'est vrai. Parce que nous, c'est un coût, hein, comme on l'a dit, un coût pour la gendarmerie, un coût pour la justice. Et ce qui se fait que, donc, pour les, on va dire, de gravité moyenne, eh bien, il faudra attendre que l'auteur soit jugé dans les mois à venir, on va dire. C'est quand même, sur les îles sous le vent, on se déplace plus d'une fois par an quand même, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres îles où, en fait, le choix, il est soit on fait venir par avion l'auteur des faits pour être jugé sur Papeete, soit on estime que ça peut attendre effectivement le prochain passage du tribunal forain. Je ne dis pas que c'est une difficulté et que ce n'est pas une difficulté, c'en est une, mais c'est lié à la configuration de la Polynésie française, à la dispersion des îles. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, pour le cas particulier, venez m'en parler, je vous donnerai une réponse. Alors simplement, là encore, parce que je pense que c'est un mécanisme qui est quand même très efficace et qui est méconnu,
L'ordonnance de protection, par contre, aurait pu être délivrée sans doute plus rapidement qu'un tribunal correctionnel avec le ministère public, 3 magistrats qui se déplacent ne peuvent intervenir. Il y a un juge aux affaires familiales à Rayatea, il y a un juge aux affaires familiales aux Marquises. Il y a, alors qu'il n'y a pas la présence du ministère public pour effectivement pouvoir poursuivre de façon rapide, je dirais, tous ces délits, vous avez une solution qui est quand même intermédiaire, qui est au moins de mettre à l'abri la victime de violence avec l'ordonnance de protection. Et ça, le juge aux affaires familiales de Rayatea, des Marquises, le juge forain également, qui se déplace aussi en dehors des tournées foraines correctionnelles, peuvent intervenir sans doute plus rapidement. Donc c'est vraiment une solution qu'il faudrait faire davantage connaître. On s'y emploie en tout cas sur TIT avec, on l'a dit tout à l'heure, des actions de formation, etc. C'est une ordonnance de protection qui peuvent être délivrées que le couple soit encore formé, soit séparé. Enfin, donc c'est un champ quand même d'intervention qui est assez large, qui ne suppose pas non plus qu'une infraction soit constituée, mais qu'on puisse apprécier qu'il y a eu des violences qui existent et que la victime est toujours soumise à ce danger. Donc, je pense que c'est un mécanisme qui devrait être aussi développé, qui pourrait permettre sans doute d'avoir des solutions plus rapides dans des cas où justement on n'en est pas à pouvoir faire déférer la personne parce que c'est une première fois, etc. Parce que la personne n'a pas de casier judiciaire ou autre. Merci. On va entendre une dernière question, puisqu'en fait, on arrive au terme de cette table ronde. Une dernière question. Oui, bonjour. Véronique Vidal, je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation au sein du SPIP de Polynésie française. Je voulais juste avoir une petite précision lorsque Mme Azéma dit que la loi du 4 août 2014 n'est pas en œuvre dans le Fénois, parce que je voulais vous témoigner d'une expérience menée au sein du SPIP de l'Hérault sur un dispositif donc consacré par la loi du 4 août 2014, qui est les stages de responsabilisation dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales et sexistes, donc qui ont été expérimentés dans certains SPIP pilotes, donc à la demande de la direction de l'administration pénitentiaire, et qui est donc notamment un dispositif de prise en charge et de réponse auprès des auteurs, et dispositif donc qui peut se prononcer dans le cadre d'une composition pénale ou dans le cadre d'une obligation de sursis mise à l'épreuve. Voilà, donc c'était ce que je voulais questionner. C'est toute la différence entre la loi pénale et la loi civile, c'est-à-dire que cette loi, elle comprend des dispositions civiles, elle comprend des dispositions pénales. Pour ce qui est des dispositions civiles, elles ne peuvent être appliquées en Polynésie française. Qu'est-ce qui se passe ? Elles ne peuvent être appliquées qu'en Polynésie française que sous réserve qu'une délibération soit prise par l'Assemblée territoriale. Donc on est toujours ici sous l'empire de la loi de 2010. Et toutes les améliorations de ce système de protection qui a été validé par la loi du 4 août 2014, eh bien, malheureusement, ne s'applique pas encore ici. Donc là, moi, je participe à la commission d'adaptation du Code de procédure civile pour essayer de faire en sorte que ce code évolue et prenne en compte ces nouvelles dispositions. C'est à l'ordre du jour de l'année prochaine, mais vous voyez, les choses se font petit à petit, en rappelant qu'il n'y a que fin 2012 que ce dispositif a pu être mis en place en Polynésie, alors que la loi datait de 2010. Donc, effectivement, les choses prennent un peu de temps. Là, le dispositif existe, mais il est imparfait, notamment parce que la protection ne dure que 4 mois, que 4 mois, c'est insuffisant pour une personne qui a besoin de temps aussi pour se retourner, pour prendre ses marques, pour que la situation se stabilise. Donc, 6 mois, c'est mieux. C'est encore mieux quand vous avez une action aussi qui peut être prolongée si une autre action judiciaire est menée dans le cadre de couples non séparés, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle ici, etc., etc. Merci beaucoup. Merci aux intervenants pour la qualité de ces échanges. Et avant de nous séparer, je vous demande si vous pouvez remplir les petites fiches d'évaluation. C'est important pour la page. Et je vous donne rendez-vous demain matin.